Yes. Yes. Alors, donc Collège international des seniors Harmattan, dans le cadre de l'association, nous organisons aujourd'hui un café philo et je vais présenter en quelques mots l'objectif de cette réunion. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui le provoque? Ce qui a provoqué, qui c'est qui arrive là? Bernadette. Ah Oui, voilà, Bernadette. bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on était juste à la minute où on démarrait. Parfait. Bon, Alors, excusez-moi, je vais sans doute couper mon micro parce qu'il y a des travaux dans la résidence et ça risque de tout perturber. je présente un peu. Donc, pour les personnes qui ne font pas partie du conseil, en fait, le collège a été sollicité pour participer avec d'autres organisations à un colloque qui aura lieu ce samedi 29 mars 2025 dans Paris au Learning Planet Institute. Ah, voilà quelqu'un d'autre qui arrive. Et donc, ce colloque est organisé dans le but, alors, il ne faut pas dire rendre hommage parce qu'il ne voulait absolument pas l'utilisation de ce vocabulaire, mais en tout cas pour structurer, on va dire, l'œuvre d'un d'un grand pédagogue et chercheur en sciences de l'éducation qui s'appelle André Jourdan. Et André est décédé en 2023. Donc un certain nombre de personnes et d'associations ont réalisé un ouvrage euh, aux éditions Chroniques sociales qui essaye de présenter les différentes facettes d'André Jourdan. Voilà. Ça, c'est le cadre général. Je repréciserai un peu plus loin. Dans ce colloque, on va organiser des ateliers le matin, le but étant vraiment de faire travailler les participants à faire émerger des savoirs communs, euh, au départ sans doute pas évidents. Et ces 4 ateliers vont reprendre 4 thèmes essentiels des recherches d'André Jourdan, euh, en particulier autour de l'apprentissage. Et il y aura un des ateliers qui va traiter de la notion de changement. Voilà. D'où le titre de notre réunion d'aujourd'hui. Voilà. Changer, est-ce possible? Et si oui, comment? Point d'interrogation. Voilà. Nous sommes donc, enfin, André Jourdan, intervenait dans les sciences de l'éducation, dans la didactique des sciences exactement, puisqu'il avait fondé et qu'il dirigeait le laboratoire de didactique des sciences de la faculté de Genève. Voilà. Au départ, il a été formé euh, à l'école normale de Nice, instituteur. Il a également fait une partie de sa carrière comme biologiste au tout début. Il a particulièrement étudié les systèmes de régulation chez le poisson rouge. Et c'est pas une blague, c'est vraiment vrai. Voilà. Et c'est justement en travaillant sur le poisson rouge et en réfléchissant à toutes les notions de régulation, d'homéostasie, de maintien stable d'un organisme malgré tous les changements qu'il rencontre, que peu à peu, il a élaboré une théorie, un concept, un modèle, voilà, plus exactement un modèle théorique sur le changement et particulièrement sur l'apprentissage. Voilà.
Voilà. Alors l'idée d'aujourd'hui, c'est plutôt de travailler sous forme de café philo, c'est-à-dire d'essayer de forger un peu cette idée de changement, de travailler ce concept, un peu chacun par ses apports et par le fait de le tourner et retourner un peu dans tous les sens. Le point de départ qu'avait proposé donc André Giordano, c'était ce qui est devenu maintenant ce qu'on appelle le modèle allostérique, voilà, de l'apprentissage. Alors, le, il part de la biologie, du fonctionnement de l'hémoglobine, en disant voilà, l'hémoglobine, c'est une des molécules vivantes qui fait partie du vivant, qui a la particularité de se transformer à l'approche d'un autre type de molécule. Pareil, bon, là, j'ai des perturbations de coups de fil en même temps, ça c'est difficile. Voilà, bref. Lorsque la molécule d'oxygène se rapproche de la molécule d'hémoglobine, eh ben, l'hémoglobine va transformer sa forme spatiale, ses rapports entre les différents atomes qui la constituent. De fond en comble, elle va se réorganiser pour inclure en elle, en quelque sorte comme dans une préhension, voilà, la molécule d'oxygène. Voilà. Et pour lui, cette métaphore décrivait ce qu'est apprendre. Et il plaçait donc justement l'apprendre comme étant fondamentalement un changement. Voilà. Et que sans changement, il ne peut pas y avoir d'apprendre, que c'est une condition absolument fondamentale. Voilà. C'est le point de départ, en fait, de ce modèle. Voilà. La métaphore biologique s'arrête là. Elle est simplement faite pour donner un nom et une idée, une image, un schéma, une espèce de modélisation de l'apprendre. Il s'appuie aussi sur l'étymologie du mot allostérie, hein, avec stérie, stéréo, forme, et allo, autre. Voilà. Le fait que radicalement, pour apprendre, il faut devenir autre. Voilà. Un des principes fondamentaux du modèle allostérique d'André Jourdan, c'est que notre savoir, à un instant T, est fait d'un réseau de conception, que ce de réseau de conception est à la fois le savoir qui nous habite à cet instant-là, mais à la fois le filtre qui nous permet de recevoir ou de rejeter, d'ailleurs de recevoir et de rejeter de nouveaux apports. Et que pour qu'un nouvel apport s'installe, il va falloir réorganiser totalement ce réseau de conception. Et donc, il y a un mouvement de déconstruction, reconstruction, et donc effectivement, ce qu'on peut appeler un changement. Voilà. C'est pour ça que le terme de changement présente de l'importance dans la pensée de ce chercheur. Voilà. Alors, comme le but de l'atelier samedi est justement de faire travailler les personnes présentes sur qu'est-ce que pour elles le changement, le but n'est pas du tout de leur exposer ex cathedra le modèle vu par André Giordano, mais plutôt de se servir peut-être du principe même de déconstruction-reconstruction pour travailler ensemble la notion de changement et faire apparaître peut-être des savoirs émergents, des nouvelles conceptions, etc., qui ensuite sera restitué en séance plénière l'après-midi. Voilà. C'est dans ce but-là que nous avons eu l'idée de faire cette petite réunion
type café visio-philo pour, on va dire, alimenter de tout plein d'idées cette idée de cette notion de changement. Voilà. Donc à partir de là, je ne parle plus et on écoute. Bon, ben, Alors, changement, je qu'est-ce que suis ça prêt vous à dit, prendre la parole. Monsieur Alain? Vas-y, Oui, Alain. oui, voilà. Moi, je voudrais faire un lien entre ce qu'a dit Jordan, pardon. Jordan, voilà. Oui, il aurait pu parler, dans son exemple moléculaire, d'un phénomène qu'on appelle auto-organisation. Mhm. L'auto-organisation est quelque chose qui se développe pas mal dans la pensée d'aujourd'hui, d'ailleurs. Vraiment, ce que c'est une auto-organisation, très succinctement, c'est quand, comment je pourrais dire, quand un phénomène se fait spontanément, sans objectif extérieur, sans pré-programmation. Par exemple, un exemple connu d'auto-organisation, c'est l'embouteillage dans un trafic qui se fait et se défait sans que personne ne soit intervenu pour que ça se fasse. Ça se fait d'une manière dite auto-organisée. La même chose pour la cicatrisation, pour la croissance de l'adolescent, enfin, de l'enfant, et peut-être aussi d'ailleurs pour la croissance économique, mais ça c'est un autre sujet. Alors je crois que nous sommes des structures auto-organisées. Je ne le crois pas d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été assez bien défini par notamment Henri Atlan dans un colloque à Cerisy qui a fait long feu d'ailleurs. Nous sommes des structures auto-organisées comme le sont toutes les structures dites dissipatives, c'est-à-dire celles qui transforment de l'énergie, de la matière et ou de l'information. Et en faisant toute cette transformation, nous sommes nous-mêmes des structures auto-organisées qui sont en même temps qui sommes en même temps des structures auto-transformées. Alors là, on arrive effectivement à la notion de changement. Ça veut dire que notre auto-organisation produit notre transformation, c'est-à-dire notre changement, mais en tant que tel, en tant que système auto-organisé, elle est produite d'une manière spontanée et sans répondre à un programme préétabli. Donc, ce qui définit le changement, non pas comme quelque chose qui est opéré de l'extérieur, mais quelque chose qui, au fond, se fait d'une manière spontanée, comme se sont faits de manière spontanée tous les problèmes, tous les développements physiques à partir ou au-delà du Big Bang, et qui sont toujours des phénomènes de complexification qui sont liés à une croissance de l'entropie. Nous vivons là-dedans. Alors, je crois donc que nous ne décidons pas nos changements, que c'est notre système d'auto-organisation qui le fait lui-même d'une manière spontanée et sur un plan préétabli. Je donne un exemple, un argument supplémentaire. Il a été montré que le cerveau était une structure auto-organisée et auto-transformatrice, où les neurones se transmettent d'une manière autonome et parfaitement automatique des impulsions électriques et chimiques. Cette autonomie peut s'expliquer par le fait que le propriétaire du cerveau ne peut donner l'ordre à celui-ci d'agencer les transactions entre ses neurones de telle ou telle manière, le dit propriétaire ne pouvant être extérieur au fonctionnement de son cerveau. Voilà, donc je voulais défendre le principe selon lequel le changement se fait d'une manière spontanée et qu'il se fait dans toute situation et que ce que nous sommes en train de faire, d'ailleurs, c'est du changement par le simple fait que nous réorganisons, pour reprendre les termes que tu as utilisés, Hervé, nous réorganisons une discussion en introduisant des éléments qu'on peut appeler des bruits, c'est la terminologie utilisée en sciences physiques, des bruits qui permettent de réorganiser des moments désorganisés. Nous sommes en moment désorganisé, nous allons introduire des bruits par ce que l'on va dire maintenant et ce que les autres vont dire de manière à réorganiser une réflexion. Voilà ce que je voulais dire. Comme petite pierre à l'édifice. Alors, l'auto-organisation. On entend une mouche voler, hein.
Je répondrai bien, mais je laisse peut-être Dan Ah bah oui, répondre, qui avait des puisque j'ai petits parlé du mouvements de cerveau, sourcils. oui, oui, je m'en doutais. si vous voulez. Mais je suis, je suis très, très d'accord et tout à fait intéressé par ce que vous dites, et notamment par cette association entre le changement et l'auto-organisation et les structures dissipatives. C'est extrêmement riche et passionnant. Je voudrais simplement introduire une dimension qui est un petit peu différente, un peu antinomique si on veut, c'est introduire la notion de résistance au changement. Parce que disons culturellement, il est évident que euh, toutes les cultures évoluent plus ou moins vite. La nôtre se caractérise peut-être par le fait qu'il y a une sorte d'injonction au progrès, ce que toutes les autres cultures n'ont pas, mais elles changent, elles se modifient toutes avec le temps. Mais en changeant, il y a des tensions sociales qui surviennent et qui sont parfois très difficiles à supporter, parfois insupportables, carrément provoquant des crises énormes. Euh, ces difficultés, elles sont à la fois sociales, parce que la société ne peut pas assimiler en même temps tout le changement et la rapidité avec laquelle le changement se fait, ce qui est apparemment notre cas actuel. Et la difficulté et les résistances au changement se font aussi sur le plan individuel. Je pense que un certain nombre de troubles psychiatriques, mentaux, se passent dans la mesure où une personne se voit dans l'absolue nécessité d'intégrer à son monde intérieur une donnée qui la concerne, qui lui est fournie par l'extérieur, qui s'impose à elle et qui est totalement imbuvable. Je pense que ça peut provoquer, je crois l'avoir remarqué cliniquement, un certain nombre de décompensations, notamment psychotiques. Voilà, ce n'est pas contradictoire avec ce qui a Non. été dit, bien entendu, hein, mais c'est un élément dont il faut tenir compte, je crois. Je m'arrête là, hein. Mhm. Bah, Mais il y a, cette résistance promeut également du changement, de toute façon, dans l'individu. Oui, on peut le Bien dire. sûr. On peut toujours. L'invasion psychotique est un gros changement, hein, Oui, oui, indiscutable. bah, et en quoi il y a résistance là, Dan? Mais moi, je me représente les choses comme ça, hein. Je pense qu'il y a chacun s'organise une vision du monde et une vision de soi, les deux étant en rapport. Et cette vision, elle est fournie par l'extérieur à l'origine. Hein, ça ne vient pas de notre... Si, c'est en partie, ça vient en partie de notre corps, mais c'est fortement influencé par l'extérieur, Mhm. ce qu'on appelle la culture et ce qu'on appelle les représentations Mhm. collectives et les représentations sociales et les représentations individuelles. Et donc, tout cela doit avoir une certaine cohérence, il faut que ça tienne, quoi. Hein, donc le changement, je peux, et notre société peut changer, et elle le fait. Elle le fait avec une certaine avidité parfois, mais néanmoins, elle ne veut pas aller plus vite que ses capacités d'intégration, ni la société, ni l'individu. Moi, je pense que, là, comment dirais-je, à certains moments, les choses vont tellement vite qu'il y a une sorte, là je parle sur le plan social, hein, pas sur le plan individuel. Sur le plan social, les choses vont parfois tellement vite qu'il y a un double mouvement et une sorte de clivage qui se fait entre le désir de changer et l'incapacité de changer. Et une chose qui, un exemple de cela, c'est par exemple Mussolini en Italie, lorsqu'il y avait à la fois dans son idéologie du parti fasciste, à la fois la valorisation du changement, du progrès, le futurisme en art et toute une série de choses de ce genre, et d'autre part, la valorisation du passé.
et la position était d'un blocage total entre deux contradictions. Enfin, ce n'est qu'un exemple pour montrer ce que je veux dire sur le plan social. Hmm. Alors du coup, si on se place dans cette vision auto-organisatrice avec un flux de changement quasi en permanence, c'est quoi le changement? Comment on définit à ce moment-là si c'est le flux de base, euh, si on reprend ce qu'a dit Alain? Pour moi, le euh, changement, c'est une réaction à une entropie croissante. Donc, c'est une alors, recherche de négantropie. Là, je voudrais dire quand même qu'il est, enfin, C'est pas une assez, définition totale, hein, c'est une... oui, assez courant dans la littérature biologique de dire que justement le propre de l'auto-organisation du vivant, de la cellule autopoïétique, échappe au second principe de la thermodynamique. C'est relativement accepté partout, ce qui veut dire C'est que rien. partout, Bon, c'est voilà. En tout cas, les biologistes que je lis, qui me paraissent intéressants, en tout cas, retiennent cette idée, puisqu'il y a une transformation, une recomposition permanente. Et donc, Pour ça, ça c'est que je le voulais vous principe autopoïétique. proposer de réfléchir sur un certain nombre de concepts qui nous qui pourraient être des multiples facettes du changement et qui pourraient être intéressantes à regarder ensemble parce que à chaque fois à chaque modèle sous-jacent à ces concepts, qui sont tous des façons de changer, on voit bien qu'il y a un modèle d'approche qui est différent. Moi, j'en ai noté un certain nombre, mais il y en mais a bien d'autres. attends, avant d'avancer là, Oui, apparemment il y a une contradiction quelque part là, auto-organisation, entropie. et ben justement, c'est pour ça que pour l'éclairer, je pense que ça serait intéressant de définir davantage ce qu'est le changement. C'est pour ça que je propose ça. D'accord. Et Euh, Alain, une première réaction d'abord Mais le système autopoïétique change en lui-même. Il n'est pas figé, il n'est pas exactement. en état d'équilibre. Je suis pas en Donc, train de dire qu'il ne change pas, mais je voilà, dis s'il qu'il n'est n'y a pas pas figé. de dissipation finale. Il y a pas de perte, Oui, il ça, n'y a c'est ce pas que de dit Mathieu. Comment il dissipation. s'appelait? Maturata, comment il s'appelait encore? Enfin, les Villeda, je sais Oui, plus comment il s'appelait. Varela, C'est ça, voilà, tout à l'arbre de fait. vie, j'ai lu ça dans le temps. Oui, C'est quand même, mais même Lynn Margulis, qui est quand même oui, une. Margulis aussi, oui, Voilà, effectivement, j'ai voilà. lu ça. Donc, Donc, ce sont des, personnellement, c'est un modèle biologique qui me c'est un convient modèle de tout à fait, pensée, mais on peut tout à fait le mettre de c'est côté. un modèle de pensée extrêmement intéressant, je trouve, personnellement, Oui, effectivement. bah, elle Qui a n'est le pas mérite nécessairement de. contre- qui n'est Elle pas a, nécessairement en contradiction avec le deuxième principe de la thermodynamique, selon ce que j'en sais, mais je ne dis pas oui, que tu n'as pas raison, qui n'est pas nécessairement parce qu'un système autopoïétique lui-même, du fait qu'il change et se transforme, bah, il transforme nécessairement de l'énergie et de la matière et de l'information. Donc, oui, par conséquent, il est sujet à être une structure dissipative. Donc, le principe de la thermodynamique s'applique à lui. Et il est structure donc, peut-être. dissipative, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une entropie. Ah, quand tu as Parce que structure même la mort n'est dissipative, pas il y a une entropie. On entropie. ne peut pas Quand tu as- considérer que la mort soit une entropie puisque tout se recycle. Tout est recyclé en Ah oui, oui, oui. permanence. C'est ça le problème. C'est là que C'est c'est- tout dépend du modèle qu'on adopte, Alain. C'est pour ça c'est vrai, que la thermodynamique, qui était quand même appliquée à des gaz initialement, oui. On a euh, dépassé ça depuis un petit temps. Maintenant, on a oui, accepté dans mais cette... on a mis un peu de thermodynamique partout, Oui, très peut-être un petit justement, peu à non, tort oui. pour le vivant. Ça a bloqué une certaine image du vivant. Enfin bon, on Bon, peut Alors discuter de attendez, ça. c'est bien qu'on la bloque, je trouve. alors attendez, ça il faut vraiment qu'on l'éclaircisse parce que, bon, mais attendez, je veux juste, nous avons Raymond avec nous. Raymond ne doit pouvoir nous suivre que grâce à l'écrit. Ah, Voilà, puisque le débat est transcrit en même temps.
ce qui aide Raymond, Pierre, etc. Donc Raymond signale qu'elle ne pourra réagir qu'avec retard, Bien sûr, puisque si elle réagit, elle écrit. d'accord, Et la parole, au contraire, elle d'accord, démarre vite et empiète vite. Voilà. d'accord. Donc, on va peut-être prendre un temps encore là sur ce point-là, et peut-être à un moment donné, le temps que Raymond peut-être résume les réactions qu'elle aura envie de nous faire savoir. Voilà. Il y a un peu cette difficulté Tout à fait. de différence de vitesse. Alors, je reviens sur vous deux là. Alors, je suis très content que ce débat réapparaisse. J'ai bien compris, Clara, que tu avais des munitions sous le bras. Tu vas nous les raconter après. Parce que ce débat avait déjà accroché une première fois, au bon sens du terme, hein, Hum, lors de la visioconférence de Alain, il y a un peu plus d'un an, hum, et justement sur la même notion qui avait l'air tout simplement en plus mathématique. Est-ce qu'il y a dissipation d'énergie donc ou pas, voire même l'inverse, c'est-à-dire que l'autopoïèse serait au contraire un mouvement qui s'échappe du second principe de la thermodynamique, voilà. Et j'avais l'impression qu'il y avait une interprétation de vos deux côtés à peu près inverse. hum. Et nous la voici à nouveau devant nous. Non, moi je suis dans Alors, le doute. Je suis dans le doute. Je ne prétends pas absolument. J'étais Moi, absolument à moi, je ne suis respecter. pas alors attendez, biologiste, vous hein, coupez donc, Je pas ne la suis pas parole. biologiste, je suis pas biologiste non plus, mais j'ai l'impression que Clara, pardon, exclut le principe de l'état d'équilibre. Or, l'état d'équilibre, ça existe, c'est-à-dire l'état d'entropie maximale. Et ce n'est pas parce qu'ensuite tous les éléments se recomposent autrement qu'il n'y a pas des éléments qui sont en état d'équilibre. Clara. C'est-à-dire, état d'équilibre, ça veut dire que les molécules ne bougent plus. c'est justement ce que enfin, pour moi, le vivant, c'est absolument l'inverse, justement. Mais Ouais. c'est une question qu'est-ce qu'on met dedans, hein. Je suis Ouais, ouais. entièrement d'accord. C'est Ouais, ouais, d'accord. Dan. Je voudrais juste faire une petite incidente, mais c'est amusant, je trouve. Euh, une des contradictions chez Sigmund Freud, dans la mesure où il raisonne en physicien et en biologiste, dans le fond, quelque part, une de ces contradictions, c'est qu'il confond apparemment l'état d'équilibre à un certain niveau et l'état enfin, d'entropie totale, hein. Notamment lorsqu'il parle de la pulsion de mort, hein, et qu'il arrive à considérer que le psychisme va vers un degré euh, zéro, ce qui est assez contradictoire avec d'autres moments où il peut admettre qu'il y a un état d'équilibre qui n'est pas le zéro. Enfin, ça, c'est une chose en passant, on pourra en discuter, mais ce qui me paraît important personnellement, comme je comprends les choses, c'est de se dire que, effectivement, l'état d'équilibre n'est pas le zéro, que d'autre part, il peut y avoir à certains moments des parties du tout qui fonctionnent selon un modèle négantropique, contrairement à l'entropie, alors que l'entièreté de l'univers, évidemment, va peut-être probablement, en tout cas selon les lois de la physique que nous connaissons, vers une entropie progressive. En attendant, il y a plein de... C'est un petit peu le truc des tourbillons de Descartes qu'on retrouve pour expliquer la cosmologie à une époque où on n'en connaissait pas encore grand-chose. Mais effectivement, il y a un mouvement général qui va dans une certaine direction, et puis il y a des tourbillons qui vont dans la direction inverse. Et nous sommes, en tant que vivants, une forme de ces tourbillons. Ouais, c'est bien ça que font les structures dissipatives. Elles luttent contre l'entropie maximale, elles luttent en créant en dissipant de l'énergie d'ailleurs, et elles luttent d'une manière qui en fait, en définitive, à mon avis, est désespérée. Parce que, au bout du compte, finalement, l'état d'équilibre est supposé apparaître, sauf si, bien sûr, il y a le système du crunch où on recommence de nouveau. Voilà, on en a parlé l'autre fois d'ailleurs, Nous verrons l'univers ça un jour. s'étend et qui se rétracte, qui s'étend et qui se rétracte, et à ce moment-là, effectivement, il n'y a jamais d'état d'équilibre.
Donc là, Mhm. Clara, peut-être, on peut lui donner un bon point là-dessus. Clara, Oui, bah, je crois que ce sont deux modèles. On dit la même chose en Oui, fait, oui, oui, je pense. avec deux lectures qui sont l'une est dynamique. Je dis que c'est que du processus. C'est aussi ce que tu dis. Sauf que pour moi, il n'y a en fait il n'y a réellement jamais d'équilibre puisque nous passons notre temps. Mais dire qu'il n'y a pas d'équilibre, ça ne veut pas dire qu'on arrive à un point de butée final, puisque tout le vivant est en permanence recyclé dans autre chose, tout le temps. Si par exemple, même à la mort, même avec par exemple une incinération, on dissipe des fumées, on dissipe des gaz, on dissipe des cendres. Voilà, il y a une réorganisation sur le plan de la matière vivante. La matière vivante se réorganise et effectivement, elle entretient son système dissipatif. Les cellules produisent des ATP en permanence, etc. On est d'accord? Mais même quand le méga système que constitue un corps humain ou animal arrive à son point de mort, où effectivement toute la chimie de transformation semble s'arrêter, ben, tout l'ensemble de cette matière est quand même recyclé, ça ne disparaît pas. C'est ça que. Et c'est refondu dans d'autres matières vivantes, ou des gaz ou des éléments chimiques, physiques, comme voilà, qui sont recyclés. Les eaux font du carbone, etc., etc. Donc une planète morte. L'exemple de la planète morte. C'est vrai que Lynn Margulis, elle s'est engagée dans la théorie Gaïa. On peut adhérer ou pas, mais pour elle, c'est devenu une évidence à cause de son approche biologique de toute la création, effectivement, de l'univers bactériel. Son travail, c'est vraiment l'univers bactériel. Et le fait que les cellules qui nous composent ce sont déjà des agrégats de cellules différentes, spirochètes, etc. C'est une vision qu'on peut ne pas partager. Euh, Personnellement, je la trouve extrêmement intéressante parce que je considère le vivant vivant. Voilà. Et pour moi, c'est avant tout un processus. Mais Tu as lu, on peut très bien continuer et on peut très bien euh, on peut très bien nier ça. On peut très bien dire effectivement il y a une solution de continuité entre l'inanimé et l'animé, entre le minéral et le végétal. C'est pas du tout la vision que j'ai, mais c'est une vision. Je conçois qu'on puisse ne pas la recevoir. tu avais lu Lovelock à propos de Gaïa? Oui, James Lovelock? Oui, oui. j'ai lu aussi. J'ai trouvé ça extrêmement passionnant d'ailleurs. Oui, mais Bien que ce soit Marguerite, extrêmement il désuet. a coécrit avec Lynn Margulis, Oui, il faut oui, quand oui, c'est même. pour ça que Voilà. pour ça que Oui, je pose la oui. question. Oui, oui. Et je trouve que ce modèle est tout à fait passionnant, surtout avec les nouvelles théories en physique quantique. Enfin, personnellement, j'essaie de faire un lien entre tout ça, mais on ne va pas parler de physique quantique, là, ce n'est pas Ah, le si, lieu c'est du tout. passionnant. On pourrait en Mais, parler à deux alors. C'est un sujet qui me et passionne tout autant. c'est Oui. pour ça que tout à l'heure, je vous proposais qu'on prenne quelques mots qui peuvent être des concepts approchés du changement pour bien montrer que si on choisit l'un ou l'autre, on a des modèles sous-jacents. C'est ça qui me paraissait intéressant. Mais peut-être que Hervé, tu trouves que c'est trop rapide, je sais pas. pas du tout. Ah Je bon, prends le temps d'accord, qu'on Oui. travaille chaque chose. d'accord. Là, je trouve ça se clarifie un petit peu. Euh, Plus ou moins. bah, la contradiction qui apparaissait un peu flagrante au début et que j'avais repéré déjà il y a un an Oui, oui, se clarifie à nouveau un peu là. Elle est moins contradictoire. Euh, du coup, si on s'installe dans cette idée d'un processus vivant où tout est recyclé sans cesse, où il n'y a jamais d'arrêt, jamais d'équilibre, par contre, je suppose il y a des variations de vitesse, des variations d'organisation sans cesse dans tous les sens. J'ai du mal à trouver la signification du mot changement.
Si, puisque justement, bon, moi j'ai listé par exemple le renouvellement. Vous savez le corps renouvelle ses cellules en permanence. Il y a la transformation. Quand par exemple on passe de, ne serait-ce que par exemple le fœtus, l'enfant qui devient adulte, il y a une transformation du corps. Mais là, je m'inscris aussi un petit peu en faux avec ce qu'a dit Alain tout à l'heure. Il y a quand même un schéma préétabli. Entre l'enfant et l'adulte, c'est une grande question. Il y a beaucoup ça a occupé les naturalistes pendant des décennies, de savoir pourquoi le corps grandissait jusqu'à une certaine taille et pas au-delà, pourquoi le passage de l'enfance à l'adulte emprunter tel chemin et pas tel autre. Il faut revoir les travaux de Darcy Thompson, par exemple, qui sont absolument géniaux. Voilà. Bon, ça peut être de la transformation, ça peut être de la mutation. C'est pas tout à fait la même chose que la transformation. Il peut y avoir une mutation. Il peut y avoir de la redondance. Ça peut être du remaniement, ce qui est encore autre chose, du recyclage. Ça peut être un embranchement, ça peut être une confluence, ça peut être une symbiose, une synergie. Ça sont toutes sortes de concepts adjoints autour du changement qui me paraissent le qualifier ou le transformer, le redéfinir. Et selon les modèles qu'on adopte, on voit bien qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose. Et je trouvais ça intéressant de défricher ça un petit peu. Mais le terme organisation lui-même suppose une dynamique. Oui. Parce que s'il n'y a pas de dynamique d'organisation, ben, elle est lettre morte. Elle est en état d'équilibre, si je peux dire. Voilà. Donc, le changement, il est là de fait. De fait. Nous ne décidons pas ce changement. Je crois qu'il y a un changement global dans toutes les choses. Nous sommes en train de parler, nous sommes en train de changer. Oui. Nous sommes en train de changer. Par exemple, tu me donnes des idées qui, effectivement, ont sûrement un effet de bruit sur ce que je pense et qui peut modifier un changement. Mais nous avons ça à toute seconde de notre vie. Tout à Je fait. regarde à gauche, je reçois. En fait, c'est l'information qui nous fait changer. Et nous sommes dans la vie constamment en état d'information. Ce que je regarde, ce que je ressens, ce que je perçois, ce que je conçois, tout ça, c'est de l'information. Et l'information, pour moi, c'est le changement. Parce que s'il n'y a pas d'information, ben, il n'y a rien qui se produit finalement. Et ça, c'est valable au niveau biologique tout autant qu'au niveau philosophico-sociologique, ça c'est clair. Tout à fait. Oui, tout à fait. Tu appelles ça de l'information, on peut tout à fait appeler ça de l'information, oui, bien sûr. Oui, bon, ça c'est le terme que j'emploie, Tout à fait. qui me semble être un terme pertinent, mais qui n'est peut-être pas nécessairement le seul, bien sûr. Tout à fait. L'information, c'est mon dada, donc. Je voudrais peut-être dire quelque chose là. Clara disait tout à l'heure, est-ce qu'on ne devrait pas définir ce qu'est le changement? Et une des questions qui se pose à ce sujet, c'est est-ce qu'on va définir le changement comme un simple renouvellement, c'est-à-dire acquisition de nouvelles choses et en même temps perte d'autres choses, ou est-ce qu'on va le définir comme accumulation? La question se pose, et notamment, enfin, c'est de ça que je parle surtout, moi, c'est du point de vue culturel. Est-ce que nous sommes capables, et notamment aujourd'hui, dans la société où nous sommes, est-ce que nous sommes capables de continuer à accumuler l'énorme masse culturelle que nos ancêtres avaient élaborée et de demander à nos enfants d'accumuler tout ça tout en s'adaptant à un monde qui change à une rapidité extraordinaire? Bon, c'est une question. Doit-on accumuler? Comment? Est-ce qu'on doit accumuler tout ça? Pour quelle raison, en fait? Mais c'est une question. Ah Enfin, oui. ce serait même un peu dommage de se dire qu'on perd l'héritage. Mais On en si perd on plein. perd l'héritage, est-ce qu'on peut s'adapter au monde nouveau? Mais nous Donc, perdons de la mémoire tout le temps. Nous avons perdu la mémoire d'un tas de trucs dans notre vie. individuellement, je suis d'accord. Culturellement, c'est à voir. Nous Et avons des moyens de retenir les choses. Nous avons des bibliothèques, etc. en fait, on filtre énormément. Il y a une masse d'informations qui se présentent, mais toute l'information n'entre pas. Elle est
filtrer. Ce qui pose problème, c'est que les individus ne filtrent pas de la même façon et le résultat du filtrage donne parfois des choses extrêmement différentes. Confrontés aux mêmes événements, des individus, par leur position, je dirais leur écologie culturelle, perçoivent des événements de leur entourage de façon extrêmement différente. Ce sont les filtres qui jouent. Donc, effectivement, il y a beaucoup de passoires et à travers cette passoire, il y a beaucoup de choses. Selon que les mailles de la passoire sont grosses ou fines, il en reste beaucoup, il en part beaucoup. Ça dépend vraiment, vraiment beaucoup de chaque individu. Ça dépend des consensus sociaux aussi. Ça dépend des Et consensus les sociaux, consensus ça sont dépend. extrêmement variables et Oui. très, très modulables, en fait, très mobiles. Ouais. Mais je C'est pourrais aussi ça le peut-être changement. C'est aussi ça le intervenir. changement, d'ailleurs. Je pourrais peut-être intervenir à ce Oui, moment-là, oui. parce que je crois que moi, ce que j'ai commencé par faire quelque chose, j'ai commencé par caresser mon chat. Le chat que j'utilise, moi, c'est celui de Mistral. Et ce qui ressort de cette interrogation, c'est que il me propose 10 facettes de changement. Mhm. Et donc, ça va élargir notre débat. Alors, je peux vous les citer, c'est le changement personnel, le changement organisationnel, le changement social. Alors, je descends ma liste. Euh, le changement technologique, le changement environnemental, le changement économique, le changement politique, le changement culturel, le changement psychologique, le changement scientifique. Alors, quel est l'intérêt de ça? Eh bien, c'est que si je reprends moi la formule d'André Jordan, qui est de dire que la personne qui apprend est en interaction avec son environnement, eh bien, on voit que suivant ces 10 facettes, la personne va être confrontée à des notions de changement très différentes. Donc déjà, quand on dit que il y a changement, eh bien le changement, c'est pour la personne, c'est confronter ces concepts par rapport aux concepts de ces 10 facettes. Et là, il est en confrontation permanente. Alors, ce que dit Dan est intéressant parce qu'en formation, on dit bien que euh, souvent on résiste à accepter un concept parce que abandonner le concept que l'on a est très pénible. C'est-à-dire que quand on a adopté un concept, on est en sécurité. Abandonner cette sécurité pour aller vers un autre concept, c'est prendre un risque de déstabilisation. Et c'est là où on aura tendance à accepter ou pas ce nouveau concept tant qu'on n'a pas retrouvé une zone de sécurité. Et donc, cette notion d'interaction est au fondement même du modèle d'André Jordan, c'est-à-dire que euh, comment peut-on, pour une personne donnée, l'accompagner pour l'aider à faire évoluer ses concepts? Et c'est pour ça que lui, il met au fondement même de l'apprentissage, de la notion d'apprendre, c'est que qu'est-ce que ça veut dire pour une personne de faire évoluer ses concepts? Voilà. Alors, Alors, on je peut vous, aller plus loin et se demander pourquoi il faut amener quelqu'un à changer ses concepts. Il y a Voilà, toujours ça, une voilà, intention politique ou voilà. Ben, c'est par derrière. rapport à Donc, parce que les 10 facettes l'interpellent. Dans ces 10 facettes-là, il oui, est interpellé par des concepts qui ne bien sont pas sûr. forcément les siens. Et donc, ou il les refuse, ou il essaye de s'adapter pour pouvoir interférer avec. Oui, Mais il y a forcément conflit. bien sûr. Mais prôner le changement et le progrès, c'est déjà un programme politique. Hein, ça va de soi, c'est clair. Donc, qui va proposer, qui va dire que la nouvelle définition proposée en formation est meilleure? Ce sont des pétitions de principe, Non, mais en c'est général conflictuel. adoptées par les formateurs. Donc, Tout- tout- on ne fait jamais de la formation pour rien, dans le vide, ça n'a pas de sens. Mais les gens qui ne s'adaptent pas au changement sont tôt ou tard mis sur la touche d'une manière ou d'une autre. Oui, parce que ben, ils peuvent C'est être pour ça. décalés, mais Donc, c'est pas. Tu donc sais, le aider au changement, recyclage est quand même une loi humaine absolument énorme.
Si tu Laquelle? regardes les effets de mode et de recyclage, c'est absolument ahurissant à quel point on redécouvre l'architecture, on redécouvre la mode, on Il y a redécouvre des toujours du courants de changement pensée. dedans, ce n'est jamais identique. Bien sûr, mais il n'empêche qu'on vient revisiter quelque chose. C'est ça. Le recyclage, c'est pas à l'identique, ça recycle, justement. C'est C'est ça le comme... changement alors, le recyclage. Si, c'est du changement. Oui, mais c'est peut-être ça le Oui. changement. Enfin, Et pour moi, le mot de... le recyclage. Ouais. Moi, le changement, les deux termes que personnellement je retiens, c'est symbiose, symbiose ou confluence et recyclage. Pour moi, c'est ça le changement. Mais Si je peux dire, enfin, je oui, parle peut-être beaucoup, oui, excusez-moi, le changement est lié à la complexification permanente de l'univers dans lequel on est et de notre vie qui se déroule dans cet univers. Cette complexification, elle est liée, enfin je reviens à mon dada habituel évidemment, elle est liée à la croissance progressive de l'entropie. Et cette complexification, bon, c'est tout le sujet de la théorie de la complexité dont on a beaucoup parlé ici, puisqu'on est en lien direct ou indirect avec Edgar Morin qui, euh, qui gère en fait tout ce que l'on devient. Moi, je crois que le changement, c'est très fortement lié à la complexification du monde. Cette complexification, ben, il faudrait pouvoir la définir. C'est ça peut-être le sujet de cette discussion. Et ça, c'est Alors en passant, je compliqué. vous invite à lire par moment sur le chat les remarques de Raymond qui alors, où a, est-ce qu'on peut trouver ça? Où est-ce qu'on l'a trouvé? qui a réagi tout à l'heure sur la psychothérapie, sur l'effet de la psychothérapie par rapport à ce que disait Dan, et puis également qui vient de parler un peu plus tôt là de changements heureux, positifs ou de changements plus difficiles. Voilà. Pour- J'avais vu cette note passer, ça n'a pas duré très longtemps, mais j'avais remarqué que Raymond introduisait la question, est-ce que le changement est nécessairement positif? Et je crois que Voilà. c'est une question importante. Et lorsque Clara a introduit ce mot qu'on n'avait pas prononcé jusque-là, le mot de progrès, ça nous oblige à nous demander quelle est la différence entre changement, apprentissage et progrès, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pas la même chose? C'est une question intéressante parce que le progrès a fonctionné pendant quelques siècles et nous en sommes peut-être à peine sortis ou pas tout à fait. L'idée que le progrès était une direction inéluctable de l'évolution historique. Mais il faut définir le mot. Est-ce que tout changement est positif? Est-ce que tout progrès est positif? Mais, Est-ce que la complexité du monde, attention, nous n'en saisissons toujours qu'une partie, Alain, hein? Ma conception du monde n'est qu'une toute petite partie de ce que le monde est en train de changer oui, oui, au d'accord. moment où je vis, hein. Mais moi, je ne comprends pas ce que veut dire positif ou négatif. Ça, c'est un jugement de valeur, c'est un C'est un consensus. jugement, Pour voilà. moi, ça ne veut rien Mais dire du tout. À l'aune non, de il ne faut pas quelle dire que ça ne, mesure? À l'aune de quelle mesure? il faut pas dire que ça n'a pas de sens a Pour moi, je priori. dis, pour moi. Oui, oui, je sais. Mais il ne faut pas dire que ça n'a pas de sens a priori. Il faut se demander quel sens cela peut avoir. Ah, qu'est-ce que ça Et veut dire positif? voilà, qu'est-ce Selon que ça quels veut dire critères? À ce positif? moment-là, elle est Qu'est-ce que ça partie veut très dire loin. négatif? Et par rapport à quoi? Oui, c'est ça. Par Quel rapport à ordre de quel... mesure? Voilà. Donc, c'est une simple question, mais je crois que c'est une question qu'il faut poser parce que Oui. sinon, on est obligé de se dire tout changement est bon, ce qui est aussi un jugement de valeur, hein. Le changement existe, on est d'accord, la complexité se fait, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais ça n'empêche qu'il faille se poser des questions d'ordre social, d'ordre éthique, etc., etc. Moi, je crois qu'il n'est ni bon ni mauvais, il est le changement. C'est une position de principe que je n'accepte pas totalement. Ah, ok, d'accord. Je l'accepte qu'en partie. Le changement existe. C'est un Jusque-là, je état de suis fait. À mon avis, c'est un tout à état fait de d'accord. fait. C'est un Mais fait comme... est-ce que cela me dispense de poser des questions à mon échelle, à l'échelle de ma ville, de mon pays, etc. Bien sûr. Qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce qui va nous conduire à la catastrophe ou qu'est-ce qui va nous aider à la supporter, etc. Donc, ce sont des questions qu'il faut poser quand même, je pense. Mais que je ne me pose pas.
Alors, Clara. Plus de Clara? Comment? Ah, tu es toujours là. Oui, oui, D'accord. je suis là. Oui, oui. Je t'entendais plus. Euh, Lorsque Pierre revenait vers les modèles d'apprentissage, Mm. euh, il voulait souligner ce côté. En fait, lorsque André Jordan a pris comment on dit, la chaire à l'université de Genève, je crois d'ailleurs que le hasard a fait que c'est tombé euh, complètement par hasard, oui, le même jour que le décès de Piaget. Et du coup, c'est un petit peu comme comme s'il avait ramassé le legs de Piaget sur la notion d'assimilation et d'accommodation. Lorsqu'un savoir nouveau arrive, soit le système ne se transforme pas et assimile le nouvel élément qui arrive, soit au contraire, cet élément va avoir une force justement de renouvellement, d'innovation, et peut-être de positif ou négatif, j'en sais rien, qui fait que le système tout entier va s'accommoder et donc va se transformer lui-même. Voilà. Et dans le modèle piagétien de l'apprentissage, il y a sans cesse va-et-vient et équilibre, déséquilibre entre assimiler et accommoder. Assimiler étant moins coûteux puisque le système ingère en quelque sorte ce qui arrive et ne se transforme que peu, s'enrichit simplement, alors qu'accommoder entraîne tout de suite un changement de position des éléments qui formaient ce système, etc. Et en fait, Jordan essaye d'aller encore plus loin en disant ben, notre réseau de conception fait les deux à la fois sans cesse, c'est-à-dire assimile et accommode. Assimile parce il nous sert de filtre pour les informations qui arrivent. Et donc, comme disait, je crois que c'est Alain tout à l'heure, ça rentre ou ça rentre pas, en quelque sorte. Le filtre, ça sert à ça. Oui, non, c'est ce que disait Clara. Les passoires, oui, oui, les passoires, voilà. Donc, le réseau de conception aurait cet effet de filtre. Et puis, en même temps, pour qu'un élément finisse par prendre sa place, il faudrait absolument modifier ce réseau de conception, et voire même les renouveler. Donc, ça reprend un peu encore ce mot-là. Et un nouvel équilibre, un nouveau concept, un nouveau état des conceptions, voilà, serait mis en place. Voilà. C'est un peu ça que Pierre peut-être essayait de pointer dans le modèle d'André Jourdan. Mais du Oui, coup, moi, mais en maintenant, ajoutant quand même une dimension qui a été évoquée tout à l'heure, c'est la notion d'évaluation. Parce que finalement, il y a une double évaluation. Il y a une évaluation par la personne et une évaluation par la société ou ses représentants. C'est-à-dire qu'on a bien dit, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi changer? Faut-il changer? Est-ce que le changer est un progrès ou pas? C'est bien des notions de valeur qui interviennent et on ne peut pas les évacuer, en ce sens qu'on est confronté à des choix. Et ce choix est bien construit sur des systèmes de valeurs. Euh, qu'il y ait conflit dans les systèmes de valeurs, c'est normal. D'où la notion d'interaction et la notion de dialogue. mais alors, du coup, avant de revenir sur cette idée d'évaluation et de valeur, moi, j'ai toujours un problème. Si j'écoute le début de notre échange, tout aller vers le flux de changement, autopoïèse, auto-organisation, entropie ou négantropie, puisqu'il y a eu un peu les deux positions. Voilà, bref, un espèce de flux de changement
permanent, y compris la mort est un moment de renouvellement, de réutilisation de toutes les structures qui sont aussitôt reprises et réutilisées, etc., etc., etc. Voilà. Et on dirait d'un coup que l'apprentissage est une difficulté, au contraire, de changement. Dan aussi l'a dit en parlant de résistance tout de suite. Et donc, en fait, on aurait l'impression d'un coup que celui qui veut apprendre, c'est un ralenti de changement et on est obligé de l'aider à se remettre en changement. C'est curieux. Si c'est le changement qui est la base de tout, de toute nature, de toute existence, etc., animé, inanimé, etc., pourquoi on aurait besoin à ce moment-là, pour la psychothérapie, c'est pareil, on aurait besoin de stimuler le changement, de trouver les moyens de changement, si c'est le flux habituel. Vous voyez la contradiction que j'essaye de... Mais le flux habituel s'entropise. Ça veut dire que tout passe par un système de désorganisation qui doit trouver les moyens de se réorganiser pour continuer à être. Donc, voilà, il y a une désorganisation. Dès qu'on est confronté à quelque chose de nouveau ou d'inédit, on est en état de désorganisation puisqu'on doit se réadapter à cet inédit. C'est ça qui répond peut-être à cette considération sur l'apprentissage. L'apprentissage, c'est un moment difficile. Il est toujours difficile puisqu'on doit changer des consensus ou des conceptions que l'on a pour les modifier, les améliorer ou surtout pour s'adapter à une évolution. C'est l'environnement, c'est parce qu'on est en interaction constante avec ce qui est autour de, imaginons une cellule ou un organisme ou un groupe social, c'est pareil. Enfin, c'est pas tout à fait pareil, mais on va simplifier. L'environnement autour de, c'est toujours, c'est, à mon avis, ce qu'il faut prendre chez Darwin, c'est ça, c'est-à-dire que ce qu'il a appelé la sélection ce qu'on a traduit par sélection naturelle, ce qui est tout à fait une façon erronée de le comprendre, c'est une sélection dans la nature. C'est tout à fait autre chose. C'est pas la nature qui sélectionne, c'est une sélection dans la nature. Parce qu'effectivement, il y a toujours des interactions mouvantes entre un sujet et son environnement, parce que l'environnement lui-même est en constant remaniement. Tout bouge en permanence tout le temps. Le changement. Il y a des réajustations qui sont appelées. Bon, par exemple, on parle du changement climatique. Qu'est-ce que c'est que le changement climatique? Par exemple, des cellules qui vivent au fond de la mer, quand la mer se réchauffe, c'est un véritable changement de température. Il y a une acidification et une élévation de la température. Ça les condamne à trouver des adaptations. Je pense pas que voilà, ça c'est un schéma très simpliste présenté comme ça, mais je pense que là, dans cette notion de progrès dont on parlait tout à l'heure, il y a toujours des groupes de pression qui cherchent à instiller du progrès parce que ça les arrange, bien sûr. Et il y a des résistances dans d'autres groupes sociaux que ce progrès va venir effectivement chambouler. Et ça va les... Par exemple, l'exemple me vient à l'esprit, je me souviens de ma belle-mère qui était secrétaire dans une entreprise d'isolation et on l'a obligée, elle avait 55 ans, on l'a obligée à apprendre l'informatique parce qu'on a informatisé absolument tout le stock de vis, de choses, enfin tout ce que vendait cette entreprise. À 55 ans, elle a absolument été incapable d'apprendre l'informatique. Elle s'y est d'abord opposée. Elle a freiné des cas de fer. Elle n'a jamais appris l'informatique, donc on a été obligé de la changer de poste. C'est vraiment une résistance au changement typique, mais ce n'est pas elle qui avait demandé qu'on informatise tout le stock de son entreprise. Ça venait du patron, enfin que sais-je. Donc le progrès n'est pas forcément très commode à gérer. Je crois qu'il y a un mot-clé qu'on a utilisé dans tout ce qu'on a dit et dont il faudrait tenir compte dans la suite de cette discussion, c'est le mot adaptation. Et le changement est profondément lié à la capacité d'adaptation.
ou au jeu de l'adaptation plutôt. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, Oui, D'accord, parce qu'entre-temps, j'ai eu un petit souci technique, mais j'ai on s'entend. réussi à vous suivre. Raymond, Oui, mais il faut suivre, là, c'est pas facile. À la suite de ce que dit Raymond, là, on n'a qu'une petite partie. Oui, on n'a qu'une petite partie. C'est difficile à voir. Moi, je voulais dire à propos d'adaptation, quand même, euh, il faut s'interroger sur qui est source d'adaptation. C'est-à-dire que est-ce que c'est quelque chose de diffus dans l'environnement ou est-ce que c'est quelque chose de voulu de l'extérieur? Et c'est toute la notion de pouvoir. C'est-à-dire que si c'est une injonction d'adaptation, ça peut normalement générer de la résistance ou au minimum du questionnement. Donc, ce qui veut dire que c'est pas si simple de dire que on est en adaptation permanente. Faut-il s'adapter à n'importe quoi? Non. Là aussi, il y a des jugements de valeur qui interviennent sur qu'est-ce qui est acceptable dans cette adaptation ou non. Et c'est toute l'interaction qui se passe dans la dimension sociale, dans quelle mesure on joue un rôle actif ou non, que l'on subit ou non, qu'on est acteur ou non, on intervient sur les régulations de pouvoir ou non. là encore, il faut dire Ah, on n'entend pas. Le son est mauvais. il y a quelqu'un qui parle là parce qu'on n'entend pas du tout. Voilà, ça commence. Bizarre. Mais où est passé Hervé? Hervé, oui. C'est Hervé qui a disparu. Oui, on entendait des phrases C'est lui qui entrecoupées. parle probablement et on n'a pas compris. On n'a Oui. pas entendu, effectivement, oui. Oui. Hervé a disparu. Ce qui fait un gros changement, il faut bien dire. Bon, Est-ce que qu'est-ce qu'on fait? peut-être On partager va une faire un petit idée tour. pendant ce temps, une idée qui me passait par la tête, c'est que j'ai l'impression que dans ce qui a été dit de façon très générale, nous avons deux modèles de compréhension de cette notion de changement. Euh, un de ces modèles, c'est ce qui se passe à un moment T, disons, où quelque chose se transforme en autre chose. Et l'autre modèle, c'est de dire que le changement se passe, je dirais, à la périphérie. Donc, c'est plutôt l'image d'un bloc, et au-dessus, qui est l'époque actuelle, il y a des choses qui changent, mais il y a encore en dessous tout le passé qui reste. Et ce sont deux modèles qui traversent nos discours et probablement nos représentations aussi. Alors, une autre idée, c'est que plusieurs d'entre vous ont traité du changement biologique et ce que je considère comme tout à fait légitime et intéressant, bien entendu. D'autre part, il y a aussi le changement culturel dont j'aurais tendance à parler personnellement avec de préférence, disons. Et ce sont des changements qui sont évidemment en interaction, mais qui ne sont pas identiques.
hein. Ce qui se passe du point de vue de la société est dans moi, dans nous, dans notre monde. Ce sont des choses qui sont portées par un aspect cérébral que nous avons, qui est biologique, mais qui est aussi fort différent de ce qui est en train de se passer dans la nature à ce moment-là. Et les deux questions que je soulève là sont probablement liées. Mais ce serait à vous de voir comment on pourrait les lier, et s'il faut les lier d'une manière étroite, ou au contraire, essayer de les maintenir méthodologiquement un peu séparés pour s'y retrouver, quoi. Quoi, culture et biologie, c'est ça? Oui. Ça demande beaucoup de réflexion. Au minimum, il y a une dimension temporelle qui est à prendre en compte. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas dans les mêmes rythmes. Euh, Là où on l'a bien vu tout à l'heure, au niveau biologique, on est dans l'instant. Dans l'instant, le corps s'adapte en permanence, se modifie en permanence. Alors qu'au niveau culturel, le temps intervient pour beaucoup. C'est-à-dire que on a une histoire et des histoires. Une histoire personnelle, une histoire locale, une histoire plus générale. Et cette notion de temporalité nous montre bien que les changements, on s'en aperçoit souvent bien après que le changement soit intervenu. On en prend conscience en prenant en compte la dimension temporelle. Est-ce que ça remarche pour moi? Oui, Oui, Excusez-moi, il y a eu pas- encore. oui. Voilà. C'est Euh, un gros une autre. sujet, Dan. Juste pour répondre à Dan une seconde, Hervé, si c'est un gros sujet, biologie versus culture. Hein, c'est Bah oui, voilà. on est en plein. On Je, est Oui. d'accord. On est d'accord. c'est bah, et puis, de toute façon, une incidence de l'un sur l'autre. Il y a une interaction quelque part. oui. C'est parce que spontanément, on s'imagine que enfin, pour moi, si c'est pour arriver à dire que l'homme n'est plus un animal biologique, ça va pas marcher du tout, hein. Non, c'est pas ça du tout que je veux Non, dire, hein. d'accord. Mais je pense Je- qu'on je survalorise bien. beaucoup la part fantasmée que trimballe la culture, on va dire ça comme ça. Mais bon, c'est une idée comme une autre, voilà. Dawkins a beaucoup parlé là-dessus, dans le gène Oui, égoïste. mais enfin bon, le Il y a biologique plein n'est de pas trucs là-dedans. forcément, c'est pas forcément Dawkins non plus, hein, parce que il y a à prendre et à laisser dans tout ce qu'il a dit. Enfin Ben, bon. il a étudié la Bien. question de la relation biologique et de la culture. Ça, c'est certain. Oui, mais en C'est ce plaquant que je des voulais dire. concepts culturels assez étriqués sur une biologie extrêmement complexe. Donc, Oui, bon, le bon, système des mêmes, hein. tout ce qu'il a dit sur Des ces mêmes, gènes oui. égoïstes serait quand même à retravailler beaucoup. Mais enfin, c'est pas. Oui, Hervé. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure? D'abord, je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'écrivait Raymond tout à l'heure. Non. Non, Non, c'était le moment où j'ai dû prendre la parole pour dire ce qu'écrivait Raymond, Oui, c'est on ça. mais n'entendait pas ça ne du tout. marchait pas. Non, Voilà. ça ne marchait pas. Raymond parlait de l'angoisse face au changement et Raymond parlait aussi des théories que nous adoptons comme des robes pour nous protéger justement de cette angoisse. Voilà. Et alors du coup, en lisant c'est quand même fantastique que ce soit moi qui arrive à lire ce qu'elle raconte, Raymond, en passant. Voilà. Pas mal, ça. Je réfléchissais à quelque chose, je pointais dans ma tête que André Giordano, on est dans les sciences de l'éducation. C'est-à-dire que les sciences de l'éducation ont comme objet l'homme, l'humain, qu'il soit enfant, adulte, tout au long de la vie, etc., en train d'apprendre, avec vraiment la notion de formation en permanence. En particulier, il s'est beaucoup occupé de l'école, tout simplement, l'école des enfants, hein, la maternelle, l'élémentaire, le collège, le lycée, etc. Autrement dit, un environnement où effectivement la règle de base, enfin l'injonction de base, c'est tu vas apprendre.
Et donc, les sciences de l'éducation se posent tout le temps la question de quelles sont les conditions à mettre en place, quel est l'environnement à construire, environnement pris dans un sens extrêmement large, hein, aussi bien environnement physique que paroles, gestes, situations perceptives, émotionnelles, bon, bref, tout ce qui environne un vivant, voilà, pour apprendre. Donc, du coup, pour ce qu'on disait tout à l'heure, faire baisser les résistances, mobiliser les conceptions, les réorganiser, faire que le filtre soit moins un filtre qui empêche les éléments d'entrée, mais au contraire leur permet d'entrer, de trouver leur place, etc. Autrement dit, le but des sciences d'éducation, c'est vraiment de rechercher la facilitation du changement. Alors que beaucoup de choses que vous disiez étaient plutôt presque l'inverse. Comment nous résistons, nous essayons de survivre ou s'adapter à ce monde qui change tout le temps. Un peu comme si la problématique des deux côtés était un peu inverse, là encore. Mm. Et du coup, après, là-dessus, vient s'articuler ce que disait Pierre sur évaluer. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, le système éducatif passe son temps à dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Évaluation, Alain, qu'est-ce qui est bon pour grandir dans cette société, trouver sa place, etc. Ou qu'est-ce qui, au contraire, bon, qui a une très forte tendance là, une flèche très, parfois très politique, comme disait Clara aussi, euh, qui amène l'élève à être un bon élève ou un mauvais élève. Voilà. Et donc là-dessus, effectivement, vient cette idée d'évaluation et de valeur. Ça Donc reprend. un changement orienté, un changement d'un côté. En sciences de l'éducation, la problématique, c'est comment provoquer le changement et comment ce changement va aller vers telle ou telle direction qu'a choisi la société pour ses enfants ou pour l'apprentissage tout au long de la vie ou pour professionnaliser ou pour voilà. Donc effectivement, sa problématique à lui de pédagogue, c'est comment je comprends le changement pour justement le mettre en scène, le provoquer, l'orienter, etc. Parce que je suis pédagogue et je recherche sur la pédagogie. Tout à fait, mais toute cette discussion surfe sur le grand débat qui a tourné autour de Jean-Jacques Rousseau, qui a été repris par l'école de De Crowley, par exemple. C'est tout ce fondement. Est-ce que la nature de l'enfant est-ce qu'il faut éduquer l'enfant et lui enseigner de façon à cultiver ce qui est bon en lui, ou est-ce qu'il faut l'amener vers quelque chose d'autre? C'est un grand débat. C'est pour ça que derrière l'éducation, il y a toujours des opinions et des modèles, hein, des modèles sociaux qu'on applique. Euh, c'est Et j'espère qu'on ne fait pas seulement que de les appliquer, hein. Que fait-on du sens critique et de l'apprentissage du sens critique, oui, hein? Nous sommes dans une voie et nous devons, si nous voulons pas nous casser la gueule, nous devons faire en sorte que nos contemporains et nous-mêmes, nous soyons capables de critiquer cette voie, de l'accepter ou de la refuser. C'est essentiel. Quand on parlait d'adaptation, je pense que c'était Alain qui parlait d'adaptation. Moi, je comprends très bien le mot adaptation dans le sens qu'il a donné et la nécessité de s'adapter, la difficulté de s'adapter aussi. Mais il faut bien se dire que le mot adaptation a aussi une connexion avec le mot de conformisme, par exemple, ce qui n'était évidemment pas ce qu'Alain voulait dire. Mais ça existe, et c'est dans la langue. bien sûr. Donc le sens critique, quand Il y a des enseignements qui sont des rouleaux compresseurs quand même, il faut le savoir, hein, il faut le reconnaître. C'est bien justement pour poser cette question-là que